Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée à la deuxième partie du chapitre 5 du cours Éthique, Sciences, Histoire, Société. Dans cette deuxième partie, nous aborderons l'évolution des stratégies de financement de la recherche, le problème de la fraude en sciences, et nous terminerons par la déontologie des chercheurs. Mais commençons par l'évolution des stratégies de financement de la recherche. Donc, il existe une grande variabilité des stratégies de financement de la recherche fondamentale entre chaque pays, mais également en fonction des organismes de recherche. Donc, notre objectif ici va se limiter à présenter deux grandes stratégies. Celle qui a dominé durant quelques décennies les pays occidentaux après la Deuxième Guerre mondiale, et celle qui s'est progressivement imposée en réponse à la diminution du financement de la recherche et aux réformes libérales des universités. Donc à partir des années à peu près 70 aux États-Unis, dans les plus grands centres de recherche comme par exemple ici le National Institute of Health, on a observé une réduction du taux de succès des projets. C'est-à-dire que pour obtenir un financement, il faut savoir que les scientifiques doivent généralement soumettre un projet de recherche qui va expliquer l'objet de leur recherche et son intérêt. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, ci-dessous, en 1965 et avant, le taux de succès lors de la soumission de ces projets était assez élevé, approximativement 50%. Puis progressivement, à partir des années 70, on a observé une chute continue de ce taux de succès pour arriver en 2010 à un taux de succès d'approximativement 20%. Et ici, ce graphique représente le taux de succès moyen dans toutes les disciplines. Dans certaines disciplines, on tombe à un taux de succès qui est approximativement de 10%. Donc ça veut dire que 90% des projets soumis ne sont tout simplement pas financés. Alors parallèlement à ce taux de succès de plus en plus bas, on a observé un effet de concentration des financements sur un petit nombre de projets. Donc, même si à partir des années 90, l'argent disponible pour la recherche diminuait, on a observé qu'en fait, l'argent donné aux projets, lorsqu'ils étaient acceptés, augmentait. Donc on a bien un effet de concentration de l'argent sur un petit nombre de projets. Les graphiques présentés ici sont ceux pour l'Angleterre. Donc ce phénomène de réduction du taux de succès lors de la soumission des projets de recherche et de concentration de l'argent sur un petit nombre de projets, ça témoigne en fait d'une transition entre deux logiques très différentes de financement. Donc pendant plusieurs décennies, le financement de la recherche a été un financement global de l'ensemble des disciplines. Donc c'est ce qu'on appelle une stratégie de saupoudrage. Et ça suivait la logique du mode 1. C'est-à-dire que l'université, en gros, décidait de la manière dont les fonds étaient alloués. Et donc en bonne logique, on finançait l'intégralité de la science. Parce que la science était vue comme un ensemble cohérent dans lequel tous les domaines de recherche sont interdépendants et donc doivent être financés. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. On a, je dirais, un financement faible, moyen, mais constant pour l'ensemble des disciplines, l'ensemble des projets de recherche. Alors, ça ne voulait pas dire qu'à l'époque on finançait n'importe quoi. On avait déjà des taux de succès qui étaient entre 50 et 60%, c'est-à-dire que les mauvais projets étaient éliminés. Mais ce qui était éliminé, c'était les projets où les standards scientifiques n'étaient pas respectés, ou en tout cas étaient faibles. Le changement qui a été observé, ça se traduit par ce qu'on appelle la stratégie d'excellence. Et en fait, elle suit la logique de ce que j'ai appelé dans les parties précédentes de ce chapitre, le mode 2. C'est-à-dire que seuls les projets utiles ou apportant de la visibilité à une université vont être financés. On va avoir une sélection de plus en plus importante des projets. Donc, dans la stratégie d'excellence qui commence à s'imposer à partir des années 70-80,
En fait, on va sélectionner un petit nombre de projets sur lesquels on va faire reporter l'essentiel des financements. Donc la stratégie actuelle de financement de la recherche, qui a commencé à s'imposer dans les années 80 dans les pays anglo-saxons et qui progressivement s'est imposée en Europe à partir, je dirais, des années 90, 2000, parfois même 2010 dans certains pays comme la Belgique. Cette stratégie de financement repose en grande partie sur la performance des chercheurs. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les chercheurs les plus performants et ne financer que ceux-ci. C'est pour ça qu'on parle de stratégie dite d'excellence. Alors, pour que cette stratégie puisse être réalisée, ça nécessite de disposer d'indices qui vont permettre de mesurer quantitativement et objectivement la valeur d'un travail de recherche et la productivité des chercheurs. C'est deux choses qui vont de pair. Si vous devez identifier les meilleurs producteurs, vous devez avoir besoin d'indices quantitatifs et en principe objectifs. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas financer tout le monde. Et donc pour que le système soit acceptable par l'ensemble des chercheurs, il faut que les chercheurs aient l'impression qu'on les a triés, évalués de manière objective. Et donc toute une série d'indices se sont progressivement imposés sur base de cette stratégie de financement. Et donc les indices les plus populaires, c'est l'Impact Factor, qui est censé mesurer la valeur d'un article scientifique, donc c'est un classement des revues en fait, et le H-Index, qui va mesurer la productivité et la visibilité d'un scientifique. Donc en un peu plus de détails, l'Impact Factor, pour une année donnée, l'Impact Factor d'une revue est égal à la moyenne des nombres de citations des articles de cette revue publiés durant les 2 années précédentes. Donc, il ne s'agit pas ici de mesurer la qualité d'une revue sur base de la qualité scientifique de ces articles. C'est une mesure du taux de citation des articles d'une revue. Donc en quelque sorte de la visibilité de la revue dans la communauté scientifique. Et donc si on classe l'ensemble des revues sur base de l'Impact Factor, on observe ce type de distribution. Donc avec des revues à bas Impact Factor, moyen et très haut Impact Factor, comme par exemple Nature, Lancet, Cell et Science. Alors le H-Index, qui est en fait le Hirsch Index, il a été proposé en 2005 par Jörg Hirsch. Ce H-Index est fondé sur la distribution des citations dont fait l'objet le travail d'un chercheur. Donc un chercheur a un H-Index égal à H s'il a publié H articles qui ont chacun été cités au moins H fois. Et donc l'indice H, il va refléter à la fois le nombre de publications d'un chercheur et le nombre de citations par publication. Donc c'est un indice agrégé. C'est le nombre d'articles produits et la notoriété des articles. Alors les conséquences de l'adoption de ces index, en fait, ont été très profondes dans la recherche. Dans le sens où, pour obtenir un financement, un chercheur doit apparaître comme performant. Et donc pour apparaître comme performant, sur base des 2 index que je vous ai présentés, il doit viser à publier principalement dans des revues qui présentent un haut Impact Factor. Parce que ces revues avec un haut Impact Factor vont lui garantir, en principe, un nombre élevé de citations par article. Ce qui va évidemment booster son H-Index. S'il publie dans des revues à bas Impact Factor, il aura peu de citations, et donc son H-Index augmentera relativement peu. Et donc ça transforme assez fondamentalement l'activité de recherche, dans le sens où ça devient un peu une obsession pour un chercheur de faire en sorte que son travail réponde aux normes pour être publié dans des grandes revues scientifiques. Et donc cette stratégie, elle pose quand même une question. Est-ce que le nombre de citations
d'un article, et l'impact factor, est-ce que ce sont des mesures fiables de la qualité d'un travail scientifique? Alors c'est une vaste question, en fait c'est devenu un sujet de recherche à part entière. Alors ici, par exemple, ce qui a été analysé dans un article publié dans Nature en 2014, c'est le classement des articles les plus cités. Donc Nature a simplement en fait fait la liste des 100 articles les plus cités dans l'histoire de la science. Et en fait, quand on fait ce classement, il y a déjà des choses relativement évidentes qui apparaissent. La plupart des articles les plus cités ne sont en fait pas des articles qui sont liés à une révolution intellectuelle ou conceptuelle. La très grande majorité des papiers les plus cités sont en fait des articles de méthode. C'est assez logique parce que les articles de méthode, donc qui vont décrire une méthode particulière, comme par exemple le séquençage de l'ADN ou la méthode PCR, ces articles vont être beaucoup utilisés par toute une série d'autres articles et donc ils seront énormément cités. Par exemple, un article décrivant une technique de mesure de protéines est un des articles les plus cités, avec plus de 305 000 citations. Bon. Donc, cet article est certainement très utile, très intéressant, mais conceptuellement parlant, c'est pas lui, entre guillemets, qui a révolutionné une discipline. Alors un autre constat qui est fait dans ce classement, c'est que la position de beaucoup de papiers dans le classement doit beaucoup en fait à la chance et aux circonstances. C'est-à-dire qu'il existe souvent beaucoup de méthodes, et une méthode qui va être publiée en premier ou à qui on va donner de la visibilité à un moment va s'imposer. Ça va devenir la référence. Il y a aussi souvent plusieurs papiers qui décrivent la même méthode. Et donc le fait de prendre un article en référence pour décrire cette méthode, ça va souvent être un choix assez arbitraire, mais une fois qu'un nombre suffisant de personnes ont fait ce choix va s'imposer. Parce qu'en gros, les scientifiques dans les matières et les méthodes et ailleurs vont copier-coller cette référence et la reprendre par facilité. Donc, le nombre de citations d'un article, clairement, en tout cas, ne doit pas tout à sa qualité ou au fait qu'il amène une rupture dans un domaine quelconque. Ça doit quand même beaucoup à une histoire de chance et aussi d'utilité qui peut être simplement méthodologique. Alors on peut aussi poser la question du rapport entre l'impact factor et la solidité méthodologique du travail. Et une manière de mesurer cette solidité méthodologique, c'est par exemple la puissance statistique de l'étude, qui va notamment mesurer par exemple le nombre d'individus par groupe qui vont être utilisés dans l'étude. Et donc, par exemple, ce qui est montré ici dans cette étude, qui a été réalisée sur 650 articles dans le domaine des neurosciences, c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement de corrélation entre un bas impact factor ou un haut impact factor, 1 et 10 par exemple, concernant la force statistique de l'étude. Les papiers à bas impact factor et à haut impact factor, ici, ont à peu près la même puissance statistique. Donc, on n'a pas énormément de preuves que l'impact factor d'une revue détermine une meilleure qualité méthodologique des articles qui sont publiés. Alors, il faut aussi noter qu'un H-index et un impact factor élevé, ça ne garantit absolument pas le sérieux d'une publication ou d'un chercheur. On a maintenant toute une liste de chercheurs qui ont produit des travaux frauduleux, et ces chercheurs, généralement, disposaient d'un H-index élevé et ont publié dans des revues qui avaient un impact factor élevé aussi. Donc par exemple, ici j'ai pris Jacques Benveniste et la mémoire de l'eau, j'en reparlerai brièvement dans le chapitre sur l'homéopathie. Jacques Benveniste avait un H-index de 47, ce qui est très élevé, et il a publié dans Nature, qui est une revue qui a un impact factor de 49, ce qui est très très élevé aussi. Sa publication sur la mémoire de l'eau était fausse,
on a détecté une série de fraudes majeures, mais pourtant cette publication a été très citée, parce qu'en fait elle a attiré l'attention, elle a suscité des polémiques, donc elle a été beaucoup citée. Donc on a un exemple ici d'un individu, un chercheur qui disposait d'un très haut H-index, qui a publié dans une revue à haut impact factor et qui a beaucoup été cité, alors qu'en fait ce travail scientifique ne vaut strictement rien. Donc ça pose quand même question concernant, je dirais, la solidité de ces fameux index. On ne peut pas dire qu'ils soient inutiles, ils permettent effectivement un classement, mais est-ce que ce classement reflète bien la qualité d'une production scientifique? C'est vraiment une question ouverte. Donc suite aux différentes crises, choc pétrolier, crise financière, et aussi surtout la dominance de l'idéologie libérale, une nouvelle stratégie de financement de la recherche fondamentale dans les universités s'est imposée. Donc la science n'est plus financée comme un tout, mais sur base de la valeur sociétale et économique des projets de recherche. Alors cette stratégie d'excellence, elle induit évidemment une forte compétition entre les chercheurs pour l'obtention de financement de leurs projets, et on va voir dans le prochain sous-chapitre que ce n'est pas sans conséquence sur la qualité de la recherche. Donc analysons maintenant les conséquences de la stratégie d'excellence et la fraude scientifique qui peut en résulter. Alors tout d'abord, il faut noter que la recherche scientifique a toujours été un milieu très compétitif. Parce que dans toute l'histoire du financement de la recherche, il y a toujours eu un sous-financement de cette recherche. Ce sous-financement a toujours été chronique. Et il y a toujours eu un examen et une validation des projets de recherche. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un moment où on pouvait obtenir facilement de l'argent pour faire une recherche scientifique. De plus, dans le milieu de la publication scientifique, une règle très importante a toujours prévalu, celle du winner take all, c'est-à-dire le gagnant empoche toute la mise. Ce qu'on appelle aussi la règle de priorité. C'est-à-dire que le droit de se vanter d'une découverte va à la personne qui l'a publiée en premier. Donc en pratique, ça veut dire que si plusieurs équipes de recherche travaillent sur le même sujet dans le monde, c'est la première équipe qui va publier les résultats qui va se voir attribuer la paternité de la découverte. Toutes les autres équipes qui ont travaillé sur le projet, si elles n'ont pas été les premières à publier, elles seront ignorées. Donc ça, c'est une règle qui est extrêmement dure, qui fait ressortir certaines personnes du lot, certaines équipes, et qui plonge dans l'oubli un très très grand nombre de scientifiques. Donc, la recherche scientifique a toujours été un milieu très compétitif. Et donc cet accent là a souvent été justifié, comme par exemple le fait Robert K. Merton ici, en disant que l'accent mis sur la valeur de l'originalité a une justification évidente, car c'est l'originalité qui fait beaucoup pour faire progresser la science. Alors, ce que Merton faisait déjà quand même reconnaître à l'époque, ce sont les dérives possibles de cette règle, de ce taux de compétition très important en sciences. Donc je le cite, « La culture scientifique est, dans cette mesure, pathogène. Cela peut conduire les scientifiques à développer un souci extrême de reconnaissance, qui est à son tour la validation par leurs pairs de la valeur de leur travail. Les contentieux, les affirmations auto-affirmées, le secret de peur d'être devancé, le fait de ne rapporter que les données qui étaient une hypothèse, les fausses accusations de plagiat, même le vol occasionnel d'idées, et dans de rares cas la fabrication de données, tout cela est apparu dans l'histoire des sciences et peut être considéré comme un comportement déviant, en réponse à un décalage entre l'importance accordée par la culture scientifique à la découverte originale et la difficulté réelle qu'éprouvent de nombreux scientifiques à faire une découverte originale. » Donc, c'est évidemment très difficile d'être le premier à découvrir quelque chose. Et donc, à partir du moment où on ne va financer que des individus
qui sont les premiers à découvrir, il va y avoir une très forte tendance à essayer d'aller le plus vite possible pour produire un article, ce qui peut amener à des erreurs, à une méthodologie faible, et même parfois à la fraude. Alors, la stratégie d'excellence qui s'est imposée à partir des années 70, 80, 90 a exacerbé cette compétition. Parce que les carrières des chercheurs vont dépendre, dans cette stratégie, d'une seule publication, parfois dans une revue prestigieuse. Un jeune chercheur qui va réussir à publier dans des journaux comme Cell, Science et Nature va avoir sa carrière assurée. Et donc, il va y avoir une énorme pression pour réussir à publier dans ces revues. Parce que selon la stratégie d'excellence, seuls les bons chercheurs qui produisent des articles à haut impact factor peuvent être financés et nommés. Et donc il y a une très très forte incitation à publier beaucoup et rapidement et dans un journal à fort impact factor. Et ça malheureusement c'est une très très forte incitation à la fraude. Et donc les chercheurs qui sont financés sur base d'une stratégie d'excellence sont dans une position qui est très tendue, un peu schizophrénique, au sens où, d'un côté, la rigueur méthodologique, les normes scientifiques prônent d'être prudent, de répéter les expériences, de collaborer avec l'ensemble de la communauté scientifique, alors que d'un autre côté, l'exigence d'être le premier à publier le plus rapidement possible fait que le chercheur va être tenté de se presser, de ne pas collaborer avec le reste de la communauté scientifique, et parfois va être tenté aussi de frauder. Et donc on a vraiment eu un shift entre le 19e et la fin du 20e et le 21e siècle, entre des chercheurs dont, au 19e siècle, l'obsession était finalement de comprendre la nature, de décrire et de comprendre les chaînes causales des grands phénomènes naturels. Et ces chercheurs ont évolué sous l'impact de la pression de la stratégie d'excellence vers des chercheurs dont en fait l'obsession est surtout de publier dans des articles à haut impact factor. Ce qui est quand même un changement assez drastique. Alors les conséquences de cette stratégie d'excellence, elles sont multiples. Je vais essayer d'en lister quelques-unes ici. Ce qui a été observé factuellement, c'est par exemple que les scientifiques hyper prolifiques prolifèrent. Donc le nombre de chercheurs produisant par exemple plus de 72 articles par an a augmenté de 20 fois entre 2001 et 2014. Alors 72 articles par an, ça fait un article tous les 5 jours. Dans des domaines expérimentaux, c'est pratiquement impossible. Imaginez déjà le temps qu'il faut pour écrire un article. En général, ça dépasse très largement les 5 jours. Donc, imaginez qu'une cadence de publication pareille, à minima, ça signifie que le contenu de l'article est relativement peu original et est une redite de ce qui a déjà été publié. Dans la version du pire, en fait, on produit des articles qui sont des plagiats ou qui sont carrément des fraudes. Et évidemment, cette surproduction d'articles qui présentent peu d'intérêt, ça pollue d'une certaine manière l'ensemble des publications scientifiques. Alors, la concentration des financements, ça mène notamment à une compétition aussi des institutions. Donc on va observer que, en fait, les institutions qui vont disposer du plus haut financement ne vont collaborer qu'avec des institutions de même rang. C'est-à-dire qu'on va avoir une sélection entre les différentes universités sur base du niveau présumé des chercheurs de ces universités, mesuré par le H-index, par le taux de citation, et ainsi de suite. Et donc concrètement, on va avoir la création de ce qu'on appelle des clubs de riches au niveau des universités. C'est-à-dire que les universités qui sont haut classées,
ne vont collaborer qu'avec des universités de même rang. Et donc ça va créer une sorte d'élitisme dans le choix des collaborations scientifiques. Un chercheur va être tenté de collaborer avec une autre équipe, pas tellement sur base réellement de l'excellence scientifique de l'équipe en question, mais sur base du fait qu'elle appartient à une université qui est classée très haut. Alors ça a également des impacts pratiques sur la carrière des professeurs, parce que ça crée des inégalités et des hiérarchies dans les réseaux d'embauche des professeurs. Et donc, plusieurs études constatent que le marché de l'emploi pour les professeurs est très fortement hiérarchisé et inégalitaire, tant aux USA qu'en Europe ou en Chine. Et il est largement déterminé par le prestige perçu, ce qu'on peut appeler le capital symbolique, des universités qui produisent les futurs professeurs. Donc en pratique, les universités vont embaucher des professeurs qui sont généralement formés dans des universités de rang semblable ou légèrement supérieur aux leurs. Et donc les marchés de l'emploi académique sont sujets à des très fortes inégalités. Leurs structures vont être forgées sur des décennies, voire des siècles, d'accumulation souvent inégale de capital symbolique et matériel dans le champ universitaire. Donc les plus vieilles universités, celles dont le nom est le plus renommé, vont avoir tendance à se détacher évidemment du lot. Et ce, quelque part, indépendamment de nouveau de la réelle qualité scientifique de ce qui est fait. Et donc la mise en compétition exacerbée par la stratégie d'excellence, ça aboutit à ce qu'on appelle l'effet Mathieu, qui a été de nouveau mis en évidence par Robert Camerton, qui a fait vraiment beaucoup de contributions majeures dans la compréhension de ces dynamiques. Donc le principe de l'effet Mathieu est repris sur base de Matthieu 13-12 des évangiles. Donc je cite, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc, l'idée ici de Merton, c'est qu'en fait, à partir du moment où quelqu'un dispose d'une renommée importante liée à des financements importants, on va lui attribuer un prestige important qui fera que dans les demandes de financement, il sera privilégié. Et ce, quelque part, indépendamment de la qualité des recherches qu'il propose. Et donc, au final, le gros problème, c'est que ce système de compétition qui est censé dynamiser la recherche et sélectionner ce qui est le meilleur en sciences, aboutit en fait à un système très conservateur et paradoxalement peu compétitif. Parce que l'argent va, sans surprise, aller à ceux qui en possèdent. Donc ça, c'est vraiment une contradiction interne de la stratégie d'excellence. On va pérenniser des hiérarchies et on va continuer à attribuer des sommes importantes à ceux qui disposent déjà de moyens importants. Et donc on crée véritablement à tous les niveaux des clubs de riches. Alors une autre conséquence qui est maintenant aussi bien documentée de cette stratégie d'excellence, et qui elle est particulièrement inquiétante, c'est la perte d'interdisciplinarité en recherche. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en fait la majorité des journaux disposant d'un haut impact factor sont des journaux qui sont monodisciplinaires. Il existe des exceptions, hein. Certains journaux comme par exemple Nature Science sont des journaux généralistes. Mais en fait, la majorité des journaux à haut impact factor vont être des journaux surtout monodisciplinaires. Et donc, quand on veut publier dans un de ces journaux à haut impact factor, d'une certaine manière, la pluridisciplinarité d'une recherche devient un handicap. Parce que si vous venez avec une recherche impliquant différentes disciplines, la revue qui est focalisée sur une de ces disciplines ne va pas forcément bien vous évaluer. Donc, cette pression de sélection à aller dans les hauts impact factors pour publier va amener progressivement les chercheurs à rester dans une discipline particulière. Ça va réduire la pluridisciplinarité des travaux de recherche. Or, cette pluridisciplinarité,
on a de très nombreuses études qui montrent qu'elle est généralement la source des grandes innovations de rupture. Et donc, parallèlement à ça, il a été montré que la fréquence d'innovation de rupture est en déclin. Donc, par exemple, dans cette étude publiée dans Nature en 2023, les auteurs ont analysé 45 millions d'articles et 3,9 millions de brevets sur 60 ans. Donc c'est vraiment une étude majeure. Et donc je les cite pour leur conclusion. Nous constatons que les articles et les brevets sont de moins en moins susceptibles de rompre avec le passé d'une manière qui pousse la science et la technologie dans de nouvelles directions. Nous attribuons cette tendance en partie au fait que les scientifiques et les inventeurs s'appuient sur un ensemble plus restreint de connaissances existantes. Donc ça, c'est la monodisciplinarité. Donc, en plus d'introduire des hiérarchies et de biaiser d'une certaine manière l'obtention des fonds de recherche, la principale critique en termes de qualité pour cette stratégie d'excellence, c'est surtout le fait qu'elle va réduire de manière assez importante la multidisciplinarité des études, forcer les chercheurs à être monodisciplinaires, ce qui peut avoir des conséquences majeures sur la capacité d'innovation en tant que telle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup d'auteurs de renom avaient déjà alerté bien avant en fait que la stratégie d'excellence ne s'impose. Donc je cite ici par exemple Karl Popper en 1969. De plus en plus de doctorants reçoivent une formation purement technique, une formation à certaines techniques de mesure. Ils ne sont pas initiés à la tradition scientifique, à la tradition critique du questionnement, qui consiste à se laisser tenter et guider par de grandes énigmes apparemment insolubles, plutôt que par la solubilité de petites énigmes. Certes, ces techniciens, ces spécialistes sont généralement conscients de leurs limites. Ils se disent spécialistes et rejettent toute prétention à une autorité en dehors de leur spécialité. Pourtant, ils le font avec fierté et proclament que la spécialisation est une nécessité. Mais cela signifie aller à l'encontre des faits qui montrent que les grands projets viennent toujours de ceux qui ont des intérêts très divers. Si le plus grand nombre, les spécialistes, l'emportent, ce sera la fin de la science telle que nous la connaissons, de la grande science. Ce sera une catastrophe spirituelle comparable dans ses conséquences à l'armement nucléaire. Donc ça, c'est un jugement sans appel sur la surspécialisation des chercheurs. Et malheureusement, c'est une prédiction qui est en train de se réaliser suite à la stratégie d'excellence dans le financement de la recherche scientifique. Alors, au niveau épistémologique, qu'est-ce qu'on peut dire en fait quand on compare les modes 1 et les modes 2-3 en termes de mode de production de connaissances, mais également de stratégies de financement de la recherche qui leur sont associées. Donc en fait, le mode 1, qui était le mode traditionnel de production de la connaissance est produite dans les universités, et on a un mode de financement par saupoudrage, où on va en fait financer la recherche de manière globale. Ce mode 1 était associé aux critères de Merton: communalisme, universalisme, désintérêt, scepticisme organisé. Et donc on peut se demander ce que deviennent ces fameuses normes quand on passe au mode 2-3, donc un mode de production qui est caractérisé par le fait que l'université va être interconnectée avec les exigences de l'État et les exigences des entreprises, et dans le mode 3, où on va en fait avoir un amalgame des normes qui vont amener une dominance forte des normes entrepreneuriales dans l'université. Et donc une stratégie de financement qui sera basée sur la sélection des projets qui sont vus comme utiles pour la société et surtout pour l'industrie. Donc si on compare mode 1 et mode 2-3 en termes de normes scientifiques, pour Merton, le communalisme, donc la coopération, la libre circulation des résultats scientifiques est très important. Quand on passe dans les modes 2 ou 3, en fait c'est la compétition pour les financements et la propriété intellectuelle, donc le fait de poser des brevets et donc de restreindre d'une certaine manière la diffusion des connaissances qui va devenir important. Donc c'est une rupture très importante. Dans le mode 1, l'universalisme était associé au rejet des biais pour Merton. Dans le mode 2 ou 3, la valeur d'un résultat scientifique est fonction de sa désirabilité.
au niveau de l'économie, de la société. Et donc là, quelque part, on sanctifie en fait toute une série de biais. On va juger la valeur d'une connaissance sur base de sa désirabilité. Ce qui est en fait exactement ce qu'on essayait d'éviter dans le mode 1 de Merton. Alors, la troisième norme, le désintérêt. Pour Merton, le chercheur ne doit pas rechercher son profit personnel. Dans le modèle 2.3, le chercheur est encouragé à créer une entreprise privée ou à collaborer avec des entreprises. Donc, il est encouragé à chercher son intérêt personnel, qui est vu comme le moteur de la progression des connaissances. C'est aussi une rupture majeure. La quatrième et dernière norme de Merton, le scepticisme organisé, donc qui se voyait notamment dans le peer review systématique des travaux scientifiques. En fait, on va voir qu'avec le mode 2.3, on va avoir l'émergence notamment de revues prédatrices qui n'ont pas de peer review, on va avoir l'émergence de fraude. Donc de nouveau une rupture très importante. Donc le scientifique du futur, est-ce que ça va être un technicien, un entrepreneur, un manager ou un publicitaire? On peut d'une certaine manière se poser la question. Et le plus inquiétant, c'est l'explosion en fait de la fraude scientifique qui a été constatée suite au développement de cette stratégie d'excellence dans le financement de la recherche. Donc entre les années 2000 et 2010, par exemple, on a observé une augmentation d'un facteur 20 du taux de rétractation des publications scientifiques. Donc la rétractation, c'est quand un chercheur décide de demander une rétractation de son article, qui a été publié par une revue, ou que la revue décide de rétracter l'article parce qu'elle a identifié des problèmes liés à cette publication. Et on assiste à une réelle explosion des rétractations. Donc en 2023, on a eu véritablement un décrochage majeur, avec une explosion de la rétractation, surtout liée en fait à certains pays. Par exemple, l'Arabie, le Pakistan, la Russie, la Chine, l'Égypte, la Malaisie, l'Iran, l'Inde ont eu des taux de rétractation des articles de leurs chercheurs extrêmement importants. Et les études montrent qu'en fait ces rétractations sont principalement les conséquences de fraude, qui sont détectées par les éditeurs ou qui sont dénoncées par d'autres chercheurs. Donc 43% des rétractations sont liées à une fraude suspectée ou à une fraude, 14% à des duplications, qui sont aussi une forme de fraude, et à peu près 10% à du plagiat. Et donc, seuls à peu près 21% des rétractations seraient dues à des erreurs involontaires. Mais ces erreurs involontaires peuvent aussi être la conséquence du fait que le chercheur a essayé de publier le plus rapidement possible. Donc, ces erreurs involontaires peuvent aussi être la conséquence de la stratégie d'excellence dans le financement de la recherche. Alors, comment est-ce qu'on détecte les fraudes? Une manière très simple et, je vais dire, quasi indiscutable de mettre en évidence une fraude, c'est par exemple la détection de manipulation d'images. Donc ici, je vous donne un exemple d'un article publié en 2016 et qui a été dénoncé en 2017 par Elisabeth Bick. C'est une chercheuse qui s'est spécialisée dans la recherche des articles frauduleux. Et cet article n'a toujours pas été rétracté en 2022. Donc, 5 ans plus tard. Donc, prenons l'exemple ici, cette image, dans la figure 5b de cet article publié dans Cancer Research, eh bien, cette image a clairement été manipulée. Les deux parties ici, entourées en rouge, sont exactement similaires, ce qui ne peut pas arriver dans une image de microscopie. Donc, ici, c'est un exemple de fraude, mais ce qui est également documenté, c'est le fait que la dénonciation de ces fraudes n'est pas toujours prise en considération par les éditeurs des revues, qui réagissent souvent très tard à la dénonciation d'une fraude. Et ça également, c'est évidemment très problématique.
Donc Elisabeth Bick a notamment fait des études larges en analysant un très grand nombre d'articles publiés. Donc par exemple, ici dans cette étude, elle a analysé les images de plus de 20 000 articles publiés dans 40 journaux scientifiques entre 1995 et 2014. Ils ont tous été analysés visuellement. Et elle a observé que 3,8% des articles publiés contenaient des images problématiques. Donc au moins la moitié présentant des caractéristiques suggérant une manipulation délibérée. Donc on serait proche de 1 à 2% de fraude en termes de manipulation d'images. Donc ça c'est extrêmement inquiétant, sachant qu'on peut frauder aussi sans manipuler les images. Alors ce qui a émergé encore plus récemment, c'est la fraude, mais générée par des algorithmes. Donc là on parle d'articles entiers qui sont écrits finalement par des intelligences artificielles et qui ne sont pas détectés par les éditeurs. Donc, par exemple, Guillaume Cabanac, qui est un chercheur de Toulouse, a mis en évidence le fait que toute une série d'articles contenaient des phrases qu'on peut parler d'étranges, des phrases torturées, et en analysant de manière un peu plus attentive ces fameuses phrases, il a observé qu'elles sont le résultat d'un logiciel qui tente de dissimuler le plagiat. Donc juste pour vous donner quelques exemples, traditionnellement, quand on parle de grosses quantités d'informations en sciences, on parle de big data. Une intelligence artificielle va parfois traduire ça comme colossal information. Ce qui n'est pas faux, mais c'est une signature qui éveille l'attention. Par exemple, un autre exemple, intelligence artificielle. Une intelligence artificielle va par exemple traduire ça en conscience contrefaite. Et ainsi de suite. Je vous ai listé ici une série d'exemples. Donc, en utilisant ces phrases torturées qui sont le produit d'une intelligence artificielle, Cabanac a utilisé un filtre qui lui a permis d'identifier un grand nombre de publications potentiellement frauduleuses. Il en a identifié plus de 800 très rapidement. Donc ça, c'est un autre problème majeur, c'est le fait que la fraude se professionnalise et commence à faire usage d'outils extrêmement complexes. On a des sociétés maintenant qui proposent des services qui en fait sont la production d'articles frauduleux. Donc un chercheur peut payer pour acheter un article qui va pouvoir soumettre à une revue, article qui pourra faire illusion pendant un certain temps et qui lui apportera un certain renom. Donc la duplication, le plagiarisme, la manipulation d'images, les articles générés par les algorithmes, ça entretient énormément de craintes, parce que ça en fait c'est la partie facilement détectable de la fraude, mais ça pose la question sur la partie non détectable et sur son importance. Parce qu'évidemment, frauder, ça peut avoir des conséquences graves, ça peut notamment tuer. Donc je prends un exemple ici, concret. Donc Joachim Bolt, c'est un anesthésiste allemand, c'est un chercheur de premier plan. Mais en 2011, une enquête a découvert qu'il a fraudé à grande échelle durant quasiment toute sa carrière. 96 études ont déjà été rétractées en 2018. Alors, Bolt a été démis de ses fonctions de professeur, il a fait l'objet d'une enquête criminelle pour falsification de données, mais il faut savoir que des millions de patients ont été traités sur base de ces résultats frauduleux. Et donc en 2013, une méta-analyse d'essais cliniques excluant les données fabriquées de Bolt a révélé que l'utilisation intraveineuse d'hydroxyéthylamidon, qui est un produit utilisé en réanimation, est associée à un risque accru significatif de décès et de lésions rénales aiguës par rapport à d'autres solutions de réanimation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Étant donné que Bolt a produit une très grande quantité d'études, ces études ont impacté les méta-analyses. Et donc les méta-analyses ont faussement conclu à une certaine époque que cette substance, l'hydroxyéthylamidon, pouvait être utilisée sans risque dans toute une série de pathologies. En fait, ce n'est pas le cas, parce que si on enlève des méta-analyses des études de Bolt,
on arrive à un résultat inverse. Donc, il faut vraiment avoir conscience que la fraude, non seulement pollue la recherche scientifique, mais peut avoir des conséquences majeures à partir du moment où on utilise les résultats scientifiques pour légitimer, par exemple, des traitements médicaux. Mais le même type de réflexion peut être fait pour à peu près tout. Plus il y a de fraude dans un domaine scientifique, plus ça invalide la capacité de ce domaine scientifique à éclairer les décisions politiques. Alors au niveau sociologique, on peut quand même faire quelques observations. Il y a notamment le fait que beaucoup plus d'hommes fraudent en masse que de femmes. Donc ici, vous avez un classement fait par Retraction Watch des plus grands fraudeurs. Donc Joachim Bolt, dont je viens de vous parler, est au top, avec 194 articles rétractés. Mais en fait, tous ceux qui suivent, les 20 plus gros fraudeurs, sont tous des hommes. Alors, comment expliquer cette dominance? Il y a plusieurs explications, on va le voir. Donc, la première est qu'en fait, il y a plus d'hommes que de femmes à la tête de laboratoires. Au niveau mondial, il y a à peu près 2 fois plus d'hommes qui font de la recherche. Donc, mathématiquement, il y a forcément plus d'hommes à la tête de laboratoires. Mais une explication biologique, c'est aussi la moindre aversion au risque des hommes par rapport aux femmes. Donc, je ne vais pas développer ce point-là ici, mais il est connu que la testostérone, qui est l'hormone sexuelle mâle, a un impact sur l'évaluation des risques. Les hommes évaluent moins bien les risques, entre guillemets, que les femmes. Ils vont souvent sous-estimer les risques, et donc dans le cas de la fraude, ils vont sous-estimer les conséquences d'une fraude sur leur carrière. Donc, plus d'hommes qui fraudent beaucoup que de femmes. Par contre, il n'y a pas d'énorme différence entre le niveau des chercheurs. C'est-à-dire que les étudiants en thèse, les postdocs ou les chercheurs qui ont été nommés, qui travaillent dans des facultés, présentent en fait des taux de fraude plus ou moins équivalents. Alors j'insiste quand même, les femmes ne sont pas immunisées contre la fraude. Donc, je prends ici juste un exemple pour exemplifier ça. Tony Brand, par exemple, c'est une chercheuse sur le cancer. Elle a falsifié des données, 24 figures ont été identifiées comme étant frauduleuses, dans une demande de subvention, dans sa thèse de doctorat et dans 7 articles publiés. Alors pourquoi je la prends, elle, en exemple? Parce qu'en fait, son cas a été analysé notamment par les autorités gouvernementales. Parce que les falsifications touchaient notamment des demandes de crédits fédéraux. Donc, je dirais ici, j'ai pas de problème à parler d'elle, étant donné que son cas a été clairement tranché au niveau légal. Alors, je voudrais souligner ici que les conséquences pour un chercheur qui fraude sont relativement faibles. Parce qu'en fait, la fraude scientifique, c'est évidemment un délit en recherche, mais ça n'est pas souvent interprété comme un délit au niveau légal. Donc, évidemment, un chercheur va être exclu des activités de recherche et très souvent, il va être exclu de l'université, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, il va aller en prison ou qu'on va lui enlever son diplôme. Donc, par exemple, dans le cas de Tony Brand, à l'heure actuelle, vraisemblablement, elle est toujours occupée à donner des cours de sciences dans des écoles. Et donc ça, quelque part, ça pose question, parce que quelqu'un qui fraude en sciences pour sa propre carrière, est-ce que c'est bien normal de lui laisser enseigner la science à des enfants? Mais je dirais, je ne veux pas m'acharner ici sur son cas, mais je veux juste souligner le fait que la fraude scientifique est relativement peu pénalisée. Ce qui peut aussi expliquer que pas mal de chercheurs considèrent qu'ils ont tout à gagner à frauder et relativement peu à perdre. Donc la lutte contre la fraude, elle s'effectue évidemment en essayant de la détecter, mais aussi en faisant la promotion de la rigueur scientifique. Donc de nombreux chercheurs ont publié pour essayer de réexpliquer les bases de la rigueur scientifique et pour essayer d'en faire la promotion. Donc, par exemple, cet article publié en 2016 insiste sur l'évaluation des sources d'erreurs potentielles
insiste sur l'honnêteté intellectuelle, sur l'importance des analyses statistiques, sur l'importance de prendre en considération les biais possibles, et ainsi de suite. Mais ici, en fait, on essaye de renforcer la rigueur scientifique. Évidemment, quand un chercheur décide de frauder, la rigueur n'a plus vraiment d'importance. Alors, un autre problème majeur, et qui amplifie les problèmes que je vous ai précédemment expliqués, c'est vraiment la transformation des publications scientifiques elles-mêmes, qui de véhicules du savoir, au départ, deviennent des purs produits commerciaux. Donc les chercheurs actuellement sont invités par toute une série de revues à publier. On va même leur offrir des réductions des frais de publication pour les amener à publier dans des revues. Et donc, le fait que les revues scientifiques soient détenues par des éditeurs commerciaux qui visent principalement le profit et qui vont avoir parfois relativement peu de respect pour la qualité de la science en elle-même, ça pose question et ça va mener notamment à ce qu'on appelle l'émergence des revues prédatrices. Donc, je cite la définition, les revues prédatrices, les revues et rééditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de transparence ou le recours à des pratiques de sollicitation agressives et sans discernement. Je cite toujours, les revues prédatrices sont une menace mondiale. Ils acceptent des articles pour publication, ainsi que les honoraires des auteurs, sans effectuer de contrôle de qualité promis pour des problèmes tels que le plagiat ou l'approbation éthique. Donc, ces revues sont évidemment une incitation très importante à la fraude, et elles diminuent aussi très fortement la rigueur scientifique, parce qu'elles ne vont absolument pas s'en soucier. Donc l'existence même de ces revues prédatrices a entraîné la multiplication de l'apparition d'articles extrêmement problématiques, non seulement parce qu'il y a des fraudes dedans, mais aussi parce qu'ils représentent une violation très importante des normes même de la science. Donc je vais vous donner ici, juste pour je ne vais pas dire le plaisir, mais pour expliciter le problème, quelques exemples. Donc par exemple, en 2016, dans PLOS ONE, qui n'est pas une revue prédatrice, mais qui est une revue qui a parfois des normes un peu limites en termes de publication, on a eu un article qui a été publié qui expliquait que l'architecture mécanique de la main était de conception divine. Donc je vous rappelle que les explications divines sont prohibées en science. Donc le fait que cet article ait été publié et n'ait été rétracté qu'après un certain temps, ça pose quand même question. On a des articles complètement, je vais dire, à l'ouest. Par exemple, dans cet article ici, publié dans International Journal of Science and Technology, qui est une revue prédatrice, on a un auteur qui propose que la Terre est plate et protégée par des anges. Bon, sans commentaire. On a aussi des choses qui relèvent, par exemple, de croyances en pseudomédecine. Par exemple, ici, on a un maître de Qigong qui estime qu'il pourrait tuer les cellules cancéreuses en émettant sa force intérieure depuis une autre pièce. Et cet auteur a publié de nombreux articles sur PubMed avant qu'il soit rétracté. On a des auteurs qui proposent l'existence d'un trou noir au centre de la Terre qui connecte l'ADN et stocke l'information. Donc c'est du grand n'importe quoi, publié aussi. On a des auteurs qui utilisent par exemple des explications divines pour analyser le Covid-19. Par exemple ici, je cite dans l'abstract, le moyen le plus important de se débarrasser de l'épidémie de Covid-19 est de se repentir et de demander pardon à Allah. Évidemment, tout ça est rétracté au bout d'un certain temps, mais ça marque les esprits et quelque part ça abaisse les normes de publication. Et c'est valable dans toute une série de domaines pseudo-scientifiques. Un dernier exemple ici, par exemple, avec la biodynamique.
Donc la biodynamique, c'est lié à ce qu'on appelle les études anthroposophiques. Donc ce sont des disciplines qui amènent en fait à toute une série de pratiques charlatanesques en matière d'agriculture, avec des liens au niveau des rythmes cosmiques et, et toute une série de présentations où l'intuition du chercheur, l'intuition du fermier sont vues comme des sources de connaissances véritables. Cet article ici, je vous le cite parce qu'il a été publié en 2022 et à ma connaissance, jusqu'à présent, il n'a toujours pas été rétracté. Donc, cet abaissement des normes pose véritablement de gros problèmes en sciences. Donc, après avoir parlé des stratégies de financement de la recherche, de leurs conséquences malheureuses, notamment l'explosion de la fraude, on va aborder maintenant ce qu'on appelle la déontologie du chercheur. Donc la déontologie du chercheur, ça peut se traduire par l'ensemble des devoirs du chercheur. Et donc ces devoirs sont définis par un corpus de règles contenues dans des chartes, des guides, des codes de bonne pratique ou des bonnes conduites, et qui s'adressent spécifiquement aux membres de la communauté scientifique. Alors ces règles ont plusieurs origines. Il y a des normes qui sont issues de la communauté scientifique elle-même, par exemple l'éthos de la science de Merton, et on a des normes éthiques de la société en général qui vont aussi s'appliquer à la communauté scientifique. Alors je veux déjà souligner ici que ces codes déontologiques ont une valeur contraignante toute relative, c'est-à-dire que la plupart des activités de recherche ne font l'objet d'aucune régulation juridique particulière et adaptée. Donc quand je parlerai ici de déontologie du chercheur, il faudra distinguer ce qui est entré réellement dans la loi et ce qui sont en fait des codes de bonne conduite, et donc qui se limitent à être des simples recommandations qui malheureusement ne sont pas traduites dans la loi. Donc l'intégrité scientifique, c'est le fait pour un chercheur de se conformer aux normes générales de l'éthique et de la déontologie du chercheur, ainsi qu'aux normes éthiques particulières qui sont applicables dans son champ disciplinaire. Alors pourquoi est-ce qu'il faut une déontologie de la recherche? C'est important de le souligner. D'une part parce que ça augmente la qualité des résultats scientifiques, donc il y a notamment une prohibition évidemment de la fraude scientifique, une promotion de l'expertise dans cette déontologie, mais aussi parce que suivre une déontologie de la recherche va favoriser l'acceptation sociale de la science par l'ensemble de la société. Notamment parce que dans cette déontologie, on va avoir un respect de l'éthique de la société. Par exemple, les différents contrôles sur l'expérimentation humaine et animale. Alors il y a deux grandes catégories de textes de référence. Il y a ce qu'on appelle les textes sectoriels, c'est-à-dire des normes d'une discipline spécifique, et il y a les textes généraux, qui concernent l'ensemble de la communauté scientifique. Donc ici, je vais m'axer sur les textes généraux, tout en soulignant qu'en fait, l'émergence de la déontologie en général a été liée à des domaines bien précis, notamment la médecine humaine et la biologie avec l'expérimentation animale. Donc le premier grand code, c'est le code de Nuremberg, qui a été produit en 1947. Donc c'est un ensemble de principes connus et acceptés qui vont encadrer l'expérimentation humaine. Alors vous avez les 10 éléments du code ici, mais en très résumé, ce code souligne la responsabilité personnelle des médecins, c'est-à-dire le fait que ce qu'ils font est sous leur responsabilité. Ils ne peuvent pas se déporter en disant qu'on les a obligés à faire quelque chose. Le fait qu'il faut un consentement légal et éclairé des patients sur lesquels on réalise des expériences. Il ne peut pas y avoir de contraintes sur ces patients. Il faut, autant que faire se peut, éviter les blessures. Et il faut toujours qu'il y ait un gain supérieur au risque des expériences. Donc ce code de Nuremberg a émergé principalement suite aux atrocités commises par les nazis dans les camps de concentration. Il y avait notamment de l'expérimentation humaine, qui en fait était principalement de la torture.
Alors, un autre code très important, c'est la déclaration d'Helsinki de 1964. Donc ça, c'est toujours une déclaration générale pour guider la recherche, principalement la recherche en expérimentation humaine, les études cliniques. Qu'est-ce qu'on a rajouté par rapport à la déclaration précédente? Notamment, on a commencé à se préoccuper du bien-être des animaux en recherche. On a introduit par exemple des comités éthiques dans la recherche qui vont évaluer le rapport coût-bénéfice pour essayer de toujours faire en sorte que le bénéfice soit supérieur au coût. Et on a soulevé une série de problèmes plus spécifiques, comme par exemple le problème des études cliniques chez l'enfant et dans les pays en développement. Le fait par exemple qu'on doit éviter de payer les gens qui réalisent des études cliniques, ce qui peut les amener à accepter des choses qu'ils n'accepteraient pas s'ils n'étaient pas payés en étant dans une situation de grande précarité eux-mêmes. Également, une mise en avant des recherches thérapeutiques versus non thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus autoriser une expérimentation humaine pour des études qui visent à développer des thérapies que pour des études qui visent simplement à comprendre des phénomènes. Donc ça a lieu, c'est à mettre en lien avec le rapport coût-bénéfice pour la société. Alors beaucoup plus récemment, on a le Singapore Statement on Research Integrity de 2010, qui là va souligner des éléments très généraux. Donc on sort de ce qui est strictement lié à l'expérimentation humaine et animale. C'est l'émergence des grands principes déontologiques pour l'ensemble de la communauté scientifique. On a par exemple la promotion de l'honnêteté, du fait de rendre des comptes, d'être responsable, d'une courtoisie professionnelle, du fait d'avoir des bonnes relations avec les autres chercheurs. Et donc dans ces différents éléments, ici je voudrais souligner par exemple la déclaration des conflits d'intérêts. Ça c'est quelque chose qui émerge et qui concerne l'intégralité de la communauté scientifique. Les scientifiques sont censés déclarer leurs conflits d'intérêts parce que c'est censé mettre en évidence leurs biais. Si par exemple un scientifique est payé par une industrie qui commercialise un vaccin, s'il fait lui-même une évaluation de ce vaccin, il peut être biaisé parce qu'il travaille pour une industrie qui tire un bénéfice de ce vaccin. Donc ça n'invalide pas son étude, mais il doit déclarer ce biais, parce que ça peut permettre de critiquer le contenu de son étude. Il y a également, dans ces principes d'intégrité, des appels à ce que les scientifiques limitent leur communication personnelle à leur domaine d'expertise, et donc ils n'utilisent pas leur autorité de scientifique pour émettre en fait des opinions dans des domaines où ils ne sont pas compétents. On a également la Charte européenne du chercheur de 2005, donc qui va clairement souligner le principe de liberté de la recherche, mais aussi le principe de responsabilité, et c'est un peu nouveau, le principe de diffusion et d'exploitation des résultats. Donc le fait que les chercheurs doivent essayer au maximum de diffuser et d'exploiter les résultats qu'ils produisent. On a la Charte française de déontologie des métiers de la recherche qui a été publiée en 2015. Et donc qui souligne évidemment le fait que le chercheur doit respecter les dispositifs législatifs et réglementaires légaux, mais qui souligne de nouveau l'importance de la fiabilité du travail de recherche, donc la rigueur méthodologique, l'importance d'adopter une communication qui est responsable et qui se traduit notamment par le fait que le chercheur va mentionner clairement dans chacune de ses communications en tant que quoi il s'exprime, c'est-à-dire s'il s'exprime à titre personnel et donc s'il émet une opinion, ou s'il s'exprime en tant qu'institutionnel, en tant que membre de la communauté scientifique, et donc qui amène quelque part dans son exposé le consensus scientifique. Donc le fait dans les communications des chercheurs vis-à-vis de la société de bien différencier ce qui est l'opinion simple du chercheur et ce qui est une opinion mais qui est étayée par des données scientifiques et qui est supportée par l'ensemble de la communauté scientifique. La Charte française met également en avant la responsabilité des chercheurs dans le travail collectif, ce qui implique évidemment de ne pas frauder. Et donc en Belgique, de manière très récente,
en 2021, on a eu la création du Conseil supérieur d'intégrité scientifique, qui est membre d'un vaste réseau européen. Et donc ce Conseil supérieur d'intégrité scientifique, il est compétent pour émettre des recommandations et des avis sur des questions d'ordre général en rapport avec l'intégrité scientifique. Soit à sa propre initiative, soit à la demande d'organismes scientifiques. Et donc souvent, ce CSI il va être compétent pour fournir un deuxième avis. Par exemple, lorsqu'un comité d'intégrité scientifique d'une institution a rendu un premier avis sur une violation de l'intégrité scientifique d'un chercheur, mais que cet avis est controversé. Donc, pour conclure, je dirais, cette brève présentation de la déontologie scientifique, je veux insister sur le fait que cette déontologie existe bien. Beaucoup de chercheurs, malheureusement, n'en ont pas connaissance, ou considèrent que c'est quelque chose de décoratif. Cette déontologie, on estime de nos jours qu'elle est de plus en plus importante pour réduire la fraude et assurer une bonne qualité de la recherche, et aussi une bonne qualité de la communication scientifique. Donc, concernant la communication scientifique, je veux attirer votre attention sur un point, c'est le refus de l'anonymat pour les scientifiques. Certaines personnes sur les réseaux sociaux, qui sont anonymes, se présentent comme des scientifiques, et ils en tirent une certaine autorité. Il faut affirmer clairement que les normes déontologiques modernes exigent qu'un chercheur déclare ses conflits d'intérêts et soit responsable du contenu de ses publications. Or, ça, c'est impossible pour un chercheur qui garde l'anonymat. S'il reste anonyme, on ne connaît pas ses conflits d'intérêts, on ne connaît pas ses affiliations, on ne sait pas qui il paye. Et évidemment, il ne peut pas être tenu pour responsable de ce qu'il dit. Donc, les normes déontologiques excluent, en théorie, qu'un chercheur puisse publier dans une revue scientifique de manière anonyme, ou sous un pseudonyme ou sous une fausse identité, et ils excluent également le fait qu'un chercheur s'exprime de manière anonyme dans la presse ou dans les réseaux sociaux. Donc en conclusion, bien que peu contraignantes en pratique, les normes éthiques encadrent les activités scientifiques, recherche et communication. Et donc les principaux aspects, c'est respect des dispositifs législatifs et réglementaires, fiabilité du chercheur, donc notamment reproductibilité de ses expériences, rigueur en expérience et en communication, responsabilité du chercheur, il est toujours responsable de ses actes, et surtout déclaration des conflits d'intérêts, donc et de ses biais éventuels.